Bonjour à toutes et à tous. Pour cette séance, je vous propose d'écouter un enregistrement d'un extrait de séance d'un cours antérieur. Il s'agit toujours de l'étude des manuels de sémantique. Donc, nous avions vu plusieurs manuels français généralistes et nous avions terminé le cours précédent sur la comparaison entre le manuel de Bellon et Mignot et le manuel de Touratier. Et là, le cours commence avec l'examen d'un manuel de sémantique formelle de Francis Corbelin. Bien, donc je reviendrai rapidement sur ces éléments lors de la prochaine séance, après les vacances. Et donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances. Alors là, on entre dans un autre type de manuel très particulier qui se distingue complètement des précédents et il suffit de regarder la table des matières pour s'en rendre compte. Mais voyez que si vous regardez uniquement le titre, cours de sémantique introduction, vous avez l'impression qu'on va retrouver la même chose que dans les manuels précédents. Or, quand vous voyez la table des matières, à part le premier titre, notion de base en sémantique, vous voyez que tout le reste est très différent de ce qu'on a vu dans les autres manuels. Phrases et propositions, bon, calcul et analyse en proposition, analyse propositionnelle et implicature, prédicat quantificateur, logique des prédicats, calcul et analyse, groupes nominaux et logique des prédicats. Vous voyez qu'on a une présence de la logique dans ce manuel qu'on n'avait absolument pas dans les deux autres. Donc on a bien affaire à quelque chose de différent ici. Alors sans que ce soit dit dans le titre, il s'agit d'un cours d'introduction à la sémantique, à un type spécial de sémantique qu'on appelle la sémantique formelle. Alors évidemment, comme certains des tenants de la sémantique formelle estiment que eux font ce qui mérite d'être appelé sémantique et que ce que font les autres n'a pas beaucoup d'intérêt, ils peuvent considérer qu'en parlant de sémantique tout court, c'est la sémantique formelle. Alors évidemment, ça n'est pas tout à fait le cas, parce qu'en effet, il existe de la sémantique qui n'est pas de la sémantique formelle, et ça reste quelque chose de spécial, donc qui est donc une orientation logiciste, une sémantique basée sur la logique. Alors on a vu tout à l'heure, et on y reviendra, mais on a vu tout à l'heure avec Bellon-Mignot qu'il y avait une orientation cognitive, qui est donc une orientation liée à la psychologie, ce que disait Bellon-Mignot, la question du sens renvoie à la question de la compréhension, donc à des notions de psychologie, et c'est ça qu'on va avoir dans la linguistique cognitive et dans la sémantique cognitive. Avec Touratier, on a vu l'orientation structurale, donc une orientation basée sur la notion de système et de valeur dans un système, des microsystèmes de mots avec des oppositions entre eux. Ça va être une orientation structurale ou systémique. Et là, on a l'orientation formelle, logiciste, qui est encore différente. Alors, voyez ce que dit Corbelin. Corbelin, qui était professeur ici avant de partir à la retraite il y a quelques années, la signification, ce ne sont pas des mots. La signification, ce sont des choses, ou plus exactement, un rapport régulier aux choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? La signification, ce ne sont pas des mots. Je pense que là, il vise l'idée que dans les dictionnaires, ce sont des mots qui donnent la signification d'autres mots. Alors, ici, le terme important, ici, c'est le rapport aux choses. Vous voyez, donc, à quoi ça doit vous faire penser, normalement? À la notion de référence. Ce qui va être la base, si vous voulez, de l'analyse de la signification, ça va être la référence. Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vraie. Vous vous souvenez de cette phrase qui est issue de Frege. Donc là, la signification n'a pas du tout une dimension psychologique. Elle a une dimension, on compare ce qui est dit avec ce qui existe dans le monde. Et on peut lire donc le petit passage que j'ai mis ici entre guillemets comme citation. Les mots et les phrases ont une signification
qu'il est légitime de se représenter comme une fonction d'interprétation qui a pour argument la signification des mots composants et la syntaxe. Elle ne varie pas d'un usage à un autre, elle est la même pour tous les locuteurs. La signification, ce ne sont pas des mots, mais des choses reliées aux mots et aux phrases par un rapport de correspondance. Mots et phrases renvoient, en vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses. Ces propositions permettent de comprendre pourquoi. Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment elle monte pour qui la tient pour vraie. La sémantique est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots et expressions comme objet d'étude. Donc, vous voyez que là, on a une caractérisation de la sémantique très nettement, enfin très clairement frégéenne, avec cette idée que c'est la référence qui va être primordiale. La référence, comment on connaît la référence des mots et des choses? Eh bien, par une convention. On vous a dit, quand vous étiez petit, ça s'appelle chaise, ça s'appelle table, ça s'appelle ordinateur. Et cette convention, vous l'avez admise et vous l'avez mémorisée. Et donc, mots et phrases renvoient, en vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Donc, pourquoi mots et phrases? Parce que vous avez appris les mots et que vous les avez reliés à des choses. Et puis, grâce au principe frégéen de compositionnalité, si vous comprenez le sens des mots, vous comprenez le sens des phrases. Donc, tout ce qu'on a vu précédemment sur les difficultés de compréhension du sens de la phrase dans certaines situations n'est évidemment pas du tout pris en compte ici. Et enfin, ce qu'on peut remarquer ici, c'est la notion de fonction, fonction d'interprétation. C'est donc une fonction à partir des arguments qui constituent les mots de la phrase. Par exemple, je ne sais pas moi, Pierre d'or, on va caractériser cette phrase, on va la noter D de X, D, ouvrez la parenthèse, X, avec D c'est le prédicat dormir, et puis X ça va être Pierre. D de X c'est X d'or. Par exemple, pour vous donner un exemple concret. Donc là, on a clairement une orientation formelle, logiciste. Je vous donne un exemple intéressant, récent, d'un très bon manuel de sémantique formelle en 2 volumes qui est accessible gratuitement à partir de cette adresse Internet. Donc c'est Laurent Roussary, un spécialiste de sémantique formelle très connu et dont le cours est d'une qualité absolument remarquable. Si on veut se former à la sémantique formelle, ce livre est excellent. Pour vous donner une idée un petit peu concrète de la dimension logique, voilà le genre de choses qu'on trouve dans ce manuel. Vous voyez par exemple ici la définition de la conséquence logique. On a chaque fois, donc c'est très mathématique si j'ose dire, c'est très, on a des définitions, des théorèmes, des axiomes, des choses comme ça. On est dans un enseignement de la sémantique qui a un caractère quand même réellement scientifique. Donc là il y a la définition de la conséquence logique. Une phrase B est une conséquence logique d'une phrase A si et seulement si à chaque fois que A est vrai, alors B est vrai aussi. Donc si vous partez de la phrase « l'objet qui est dans la boîte est une bague en or », parmi les conséquences logiques, vous allez avoir « l'objet qui est dans la boîte est en or ». Ça, c'est une conséquence logique de la première phrase, c'est évident. L'objet qui est dans la boîte est une bague. Oui, forcément, puisque c'est une bague en or. Donc, on a l'air de dire des évidences, mais vous allez voir ensuite à quoi ça sert. Kim a embrassé Élise avec fougue, ça a pour conséquence logique que Kim a embrassé Élise, que Élise a été embrassée, que quelqu'un a embrassé Élise, que Kim a fait quelque chose. Bon, on pourrait multiplier. Bob est marié, ça implique que Bob n'est pas célibataire. 12 étudiants ont eu la mention très bien, ça implique que, il faudrait dire au moins, mais ça veut dire 3 étudiants, il y en a au moins 3 qui ont eu la mention très bien, si 12 l'ont eu. Bon. Alors, que peut, je lis donc pour terminer sur ce point, et avant de faire une pause comme on le fait d'habitude, maintenant, que peut nous apprendre une conséquence logique
sur le sens des phrases qu'elle relie. Nous sommes en train de faire l'hypothèse que c'est le sens des phrases qui est responsable de leur relation de conséquence. D'ailleurs, nous nous en apercevons au moins informellement par le fait que nous pouvons dire, lorsque A entraîne B, que A signifie entre autres B, sachant que bien sûr, A ne signifie pas que cela, ou encore que ce qui est dit dans B est déjà dit dans A. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je dis l'objet qui est dans la boîte est une bague en or, j'ai bien le sentiment qu'en observant la conséquence logique, l'objet qui est dans la boîte est en or, je dis quelque chose qui était déjà dit dans la phrase précédente. Et ce qui est dit dans une phrase, c'est son contenu, la pensée qu'elle véhicule conventionnellement, c'est-à-dire très probablement son sens. Nous pouvons alors conclure que si A entraîne B, alors tout le sens de B est inclus d'une manière ou d'une autre dans le sens de A. B peut donc se présenter comme un extrait du sens de A. Donc vous voyez comment l'analyse va se faire là. On va se servir des conséquences logiques pour analyser le sens des phrases ou des propositions. Et donc, si nous parvenons à obtenir suffisamment de conséquences logiques pour une phrase donnée, cela peut, dans certains cas, nous permettre de décomposer le sens de cette phrase en unités plus petites et plus simples. Inversement, si le sens est responsable des conséquences logiques, alors une description sémantique adéquate d'une phrase doit être en mesure de rendre compte et de prédire toutes ces conséquences logiques. Bon, donc je voulais juste vous montrer cet extrait pour que vous ayez un tout petit aperçu de la nature de l'analyse sémantique qui est faite dans la perspective de la sémantique formelle. Donc vous voyez, c'est quelque chose à quoi vous êtes pour l'instant assez peu formé. Il faut de toute façon avoir des connaissances en logique formelle avant même de commencer. Il faut savoir ce que c'est qu'une implication, qu'une équivalence, que non A, A et B, A ou B, connaître l'étape de vérité, etc. Il y a un bagage logique à maîtriser avant de commencer à faire de la sémantique logique, mais il me semble me souvenir que dans ce manuel de Roussari, les choses sont expliquées dès le début, c'est-à-dire vous pouvez commencer à vous former à partir en utilisant directement le manuel, même si vous ne savez rien du tout en sémantique formelle, mais vous voyez que c'est une sémantique qui n'a rien à voir avec étudier les problèmes de polysémie. Enfin, ils vont les étudier, mais pas de la même façon qu'on les étudie dans des linguistiques qui ne sont pas dans la perspective de la sémantique formelle. Alors, dernière diapositive, vous voyez, j'ai vérifié chez Duno, récemment, on a ces manuels qui apparaissent toujours. Vous voyez, si on cherche sémantique, vous voyez, j'ai fait une recherche sémantique sur la page de cet éditeur. Ben voilà, les manuels que je vous ai présentés, bon, à part le web sémantique là, qui n'a rien à voir avec notre sujet, ben, les manuels que je vous ai présentés sont ceux qui apparaissent encore comme étant les manuels de sémantique disponibles aujourd'hui. Donc même s'ils sont anciens, ils restent influents d'une certaine façon, et en tout cas, ça vaut le coup de les observer parce qu'on voit bien, d'une part, qu'il y a des différences d'orientation théorique, mais qu'il y a aussi un très grand nombre de points communs. Voilà, on va faire une pause d'une dizaine de minutes et on prend la suite après avec les manuels internationaux, les handbooks de sémantique. Bien, alors on va reprendre. Je poursuis donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec un examen de quelques handbooks de sémantique, donc handbooks, c'est-à-dire des manuels, mais qui sont en anglais et qui du coup sont de diffusion internationale. Alors on va commencer par un manuel qui est une espèce de monstre, enfin, c'est-à-dire qui est énorme, vous voyez, Semantics, an International Handbook of Natural Language Meaning, donc qui fait 3 volumes, 2011, 2012, 2013, à peu près 1000 pages par volume. Donc, autant dire que c'est un peu comme une énorme encyclopédie de sémantique qui est utilisable pour examiner. Ce n'est pas du tout un livre qui se lit, un manuel qu'on peut maîtriser comme les manuels tout à l'heure. On a vu c'était des manuels de 200 et quelques pages.
des manuels de ce genre-là, quand vous êtes en licence, vous pouvez les maîtriser entièrement, hein, avoir une maîtrise de l'ensemble du contenu. Là, c'est absolument impossible. C'est le genre de livre auquel on se réfère pour chercher un point particulier. Mais je peux quand même vous montrer tout au moins je peux vous donner une idée du contenu. Alors, vous avez dans le premier volume donc 8 grandes parties, avec une partie sur les bases, les fondations de la sémantique, l'histoire, les méthodes dans la recherche, la sémantique lexicale, la question de l'ambiguïté et du vague. On n'a pas vu pour l'instant, mais c'est une question importante dans la recherche contemporaine. Je ne vais pas avoir l'occasion d'y revenir, donc je vous en dis juste un mot. C'est cette idée qu'en sémantique, on ne peut pas considérer que l'ambiguïté, le vague, en particulier le vague, serait quelque chose d'éliminable. Hein. Il y a toujours quelque chose d'un peu vague qui est à la fois dans notre perception du monde et dans l'expression. Je suis désolé, je suis un peu... j'aurais peut-être mieux fait de ne rien dire du tout, plutôt que de dire des choses aussi banales et approximatives, mais bon, voilà, je n'aurai pas le temps d'y revenir. Il y a cette question, retenez que au moins cette question du vague dans le sens est quelque chose d'important. De l'ambiguïté, voilà. Bon, ensuite, les approches cognitives, les théories de la phrase, théorie du discours. Alors, quand on entre un peu plus dans le détail, vous voyez, là j'ai repris la table des matières, mais j'ai indiqué les différents chapitres à l'intérieur de chacune des grandes parties. Donc, on voit que là, il y a des choses très générales. Vous retrouvez, sans ces références, hein, c'est vraiment ça, on l'a vu chez Frege, une opposition absolument essentielle. La question de la référence, la compositionnalité, hein, qui est encore une fois une notion qu'on a vue à partir de Frege, la décomposition lexicale. Bon, ensuite, l'histoire de la sémantique, l'influence de la logique sur la sémantique. Vous voyez que dans la sémantique formelle, on l'a observé, hein, avec les quelques exemples que je vous ai montrés il y a un instant. Les méthodes dans la recherche sémantique, donc les différents types de preuves qu'on a en sémantique, les méthodes dans la linguistique interlangue, hein, les méthodes formelles, les méthodes expérimentales. Alors ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en sémantique, les méthodes expérimentales, en collaboration avec les gens qui font de la psychologie cognitive. Dans la sémantique lexicale, bon, je veux juste souligner qu'ici, vous retrouvez la notion d'idiome et de colocation, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les situations dans lesquelles vous avez un sens global d'une expression qui n'est pas réductible à la simple combinatoire normale du sens des unités constituantes. L'ambiguïté et le vague. Vous voyez, par exemple, un exemple d'ambiguïté, c'est le manque de spécification sémantique, la sous-spécification sémantique. Je ne sais pas, pour vous donner juste un exemple tout bête, quand quelqu'un vous dit « je reviens dans 2 minutes », est-ce que ça veut dire 2 minutes exactement ou est-ce que ça veut dire à peu près 2, entre 1 et 3 ? Donc ça, on peut dire que c'est de la sous-spécification sémantique. Les approches cognitives, alors théorie du prototype, vous voyez, donc, la sémantique frame semantics, la sémantique des cadres conceptuels, la sémantique conceptuelle. Bon, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu, mais c'est surtout en master que si vous continuez la sémantique en master, vous aurez des cours sur la sémantique cognitive. Théorie de la phrase, théorie du discours. Alors, voilà pour le premier volume, il y a déjà beaucoup de choses. Dans le deuxième volume, on approfondit la sémantique des types des parties du discours, hein, sémantique de la phrase, sémantique du syntagme nominal. Hein, noun phrase, c'est un faux ami phrase en anglais, ça veut dire syntagme, hein, parce que la phrase c'est sentence, vous savez.
Donc noun phrase, ça veut dire groupe nominal ou syntagme nominal. Verb phrase, c'est pareil, syntagme nominal, groupe nominal. Sémantique des adjectifs, des adverbes, sémantique des contextes intentionnels, donc temps, mode, etc. La négation, les types de phrases, voilà, donc tout ça, ça porte... Et puis le troisième volume est beaucoup sur ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire la relation entre sémantique et phonologie, sémantique et morphologie, sémantique syntaxe, sémantique pragmatique. Et là, on retrouve des problématiques, alors évidemment, sémantique de l'intonation. Selon votre intonation, votre énoncé peut avoir un sens différent. Par exemple, je ne sais pas moi, tu viens, ça peut être prononcé avec une intonation de question. Est-ce que tu viens? Ah non, je ne viens pas finalement. Voilà. Tu viens, ça peut être un ordre. C'est les mêmes mots, mais c'est juste l'intonation qui va changer. Donc on a bien un sens qui varie en fonction de l'intonation. C'est ça, donc l'interface phonologie sémantique. Sémantique de la morphologie dérivationnelle, ça on va l'examiner. Ça c'est donc le lien entre sémantique et morphologie. C'est la façon dont les mots sont constitués, avec les préfixes, les suffixes, etc., qui va déterminer leur sens. Par exemple, donc ensuite les rapports entre syntaxe et sémantique, ça c'est bien sûr c'est évident, et puis sémantique pragmatique avec ces notions importantes. À la fois il y a trois grands types de notions, toute la question générale du contexte, les déictiques, c'est-à-dire tous les mots qui, comme tout à l'heure je vous disais, l'ordinateur, et bon, le est interprété en fonction de l'endroit enfin de la situation d'énonciation précise où on se trouve. Mais c'est encore plus évident pour des mots comme hier, aujourd'hui. Si je dis hier, maintenant, donc on est quoi? On est le 14, oui, on est le 14 novembre, c'est ça? Donc si je dis hier, c'est le 13 novembre. Mais si demain je dis hier, ça va être le 14 novembre. Donc le sens de hier dépend du jour, du moment où je prononce ce mot. Donc le sens du mot varie en fonction du contexte, bien sûr. Mais c'est tellement évident qu'on n'y pense pas, mais ça renvoie à la notion de deixis. Présupposition et implicature, ça, ce sont toutes les conséquences, si vous voulez, là j'espère que j'aurai le temps de vous en reparler, mais c'est l'idée que, en dehors de la dimension purement sémantique, si vous voulez, de compréhension des phrases, du sens des phrases à partir du sens des unités, y compris éventuellement l'idiomaticité. Il y a toutes sortes de situations dans lesquelles vous mettez en œuvre tout un appareil de déduction logique, en quelque sorte, ou de déduction d'inférence, etc., qui va conduire à une certaine interprétation. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, de simples phrases qui constatent des choses ont en fait très souvent une valeur bien au-delà de la pure et simple constatation. Bon, bref, je vous donnerai des exemples plus tard. Ah oui, alors j'oubliais qu'en fait, il y a encore d'autres, dans ce troisième volume, il y a encore toutes sortes d'autres sujets sur la typologie, la diachronie, donc l'étude du changement du sens avec le temps dans les langues, et puis un chapitre sur les relations avec l'informatique. Ça, vous le savez sans doute, peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont choisi la spécialisation informatique. Non? Est-ce qu'il y en a parmi vous des étudiants qui ont choisi la spécialisation informatique? Oui. Donc voilà, donc vous savez, vous, que en fait, en master, vous avez la possibilité de faire le master linguistique informatique, où il y a beaucoup de débouchés professionnels, parce que ça, c'est quand même un domaine aujourd'hui qui est en pleine expansion dans toutes sortes d'aspects. Il paraît d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un nouveau prototype fabriqué par des gens de chez Apple qui vise à remplacer les smartphones avec une sorte de pins qu'on va avoir attaché là, une sorte de petite, un
petit appareil tout petit, mais muni quand même d'une caméra et d'une sorte de projecteur qui vise à remplacer les smartphones et qui projette sur la main les informations, qui permet d'entendre, etc., avec des oreillettes, sans fil évidemment. Et tout ça a été élaboré aussi avec la collaboration de linguistes spécialisés dans les rapports entre linguistique et informatique. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la traduction automatique. Un collègue me disait récemment que dans un congrès international d'informaticiens, les gens avaient une espèce de petit médaillon attaché au cou qui traduisait immédiatement à la fois la langue qu'ils parlaient dans la langue de leur interlocuteur et inversement. C'est-à-dire que maintenant, enfin ça ce sont des prototypes, hein, mais ça va se développer et même avec un pur et simple appareil Apple, moi quand je vais en Chine et que je ne parle pas le chinois, j'utilise l'application Traduire hein, de mon téléphone et ça marche remarquablement bien. Vous dites un truc en français dans le téléphone, ça le répète en chinois et la personne comprend ce que vous voulez. Bon. Mais ce genre de dispositif va être complètement intégré à notre vie quotidienne peu à peu. Et si ce genre de choses a pu se développer, c'est non seulement grâce aux travaux d'informaticiens, mais aussi de collaboration entre des linguistes et des informaticiens. Et ça, si vous voulez, ce développement de la traduction automatique, c'est une grande chance pour le maintien des langues, hein, parce qu'il est infiniment préférable d'avoir des traductions, même si elles sont légèrement fautives parfois, mais de pouvoir parler sa propre langue, plutôt que tout le monde parle anglais, un mauvais anglais, où le producteur du message doit lui-même restreindre ce qu'il veut dire parce que de toute façon son anglais est trop mauvais pour pouvoir être précis, et puis que l'autre, à l'autre bout, il n'interprète pas très bien non plus parce que lui-même son anglais n'est pas terrible, alors que si chacun parle dans sa langue et qu'on a des traductions automatiques de bonne qualité, les langues sont préservées. Hein. Je veux dire, vous savez que dans l'Union européenne, etc., il y a des langues qui sont de moins en moins parlées, enfin, puis dans le monde entier, il y a des langues qui disparaissent. Là, la mise en place de ce genre d'outils va être très utile. Donc ça, il y a un champ immense là sur linguistique et informatique. Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les jeunes gens de votre génération dans ce domaine. Alors, un autre... donc, vous voyez, ça, c'est un manuel, une espèce d'encyclopédie de la sémantique. Le jour où vous serez en master, où vous aurez un sujet spécial, si vous faites un master de linguistique, où vous avez des questions sémantiques précises à examiner, c'est toujours utile d'aller récupérer ce manuel, qui doit être dans les bibliothèques, en principe, pour regarder précisément sur le point sur lequel vous travaillez, qu'est-ce qui est dit dans ce manuel. Un autre exemple, beaucoup plus proche de ce qu'on connaît, un peu plus gros manuel, vous voyez 534 pages, mais ça reste accessible. Alors, il a la particularité, ce manuel, d'avoir été rédigé par Nick Rimmer, qui est en Australie, hein, mais qui connaît très bien la France parce qu'il est rattaché à un laboratoire d'histoire des théories linguistiques qui est à cheval sur Paris 3 et Paris 7. Et donc, ça se voit un petit peu dans son manuel. Alors, ça se voit à une chose très précise, c'est qu'il est question de la sémantique de François Rastier. Et il faut vraiment avoir eu une expérience en France pour connaître ses travaux, parce qu'au plan international, évidemment, il est très connu en France, François Rastier, mais son travail, je pense, est quand même assez peu connu en dehors de la France, d'où l'intérêt d'une présentation de sa sémantique interprétative dans un manuel en anglais. Bien, donc là, on retrouve quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a vu dans les manuels français, avec d'abord introduction comme d'habitude, hein, avec des notions générales, éventuellement historiques, une distinction entre externalisme et internalisme qui vient un peu de la philosophie. Ça veut dire, est-ce que le sens il est dans le monde extérieur au sujet, ou ça c'est l'externalisme, ou est-ce que le sens il est dans l'esprit du sujet parlant, hein? Donc ça c'est cette opposition entre externalisme et internalisme. Ensuite, les différents courants théoriques, hein, la sémantique formelle, la sémantique cognitive, la sémantique de corpus. Meaning and conceptualization, c'est une orientation, ce sont des détails sur l'orientation cognitive,
avec, à nouveau, vous retrouvez les prototypes, les catégories, ça, on en parlera plus tard de la théorie des prototypes. Langage et pensée, le sens et le contexte, là, c'est toute la dimension pragmatique, hein, sémantique et pragmatique. Donc la pragmatique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être l'étude, cette fois-ci, des énoncés et des inférences à partir des énoncés. La sémantique lexicale, sémantique de... Alors vous voyez, là, il a une partie 6 avec l'approche sémantique de points particuliers, hein, sémantique des groupes nominaux, la négation, la quantification, etc., etc. Et puis des extensions sur la question de l'acquisition de la signification, les expressifs, la sémantique interprétative, et puis les processus sémantiques. Voilà. Donc ça, c'est un autre manuel, un manuel international plus proche de ceux qu'on utilise en France. Alors ensuite, je vous donne un exemple de manuel un manuel de sémantique formelle, donc, qui a été fait à Cambridge. Donc vous allez retrouver le même genre de choses qu'on avait dans le manuel de Corbelin, c'est-à-dire théorie de la référence et de la quantification, le vague. Vous voyez, cette question du vague, elle est venue de la sémantique formelle. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail, mais on a là une approche sémantique très, très spécifique qui a évidemment qui a une importance au plan international très grande, mais en France, à vrai dire, il y a très peu de gens qui travaillent, enfin assez peu de gens qui travaillent dans cette perspective. Alors, quelques remarques pour conclure sur ces points. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, première remarque, la question donc de l'hétérogénéité du sens, au sens où je l'entends depuis le début de ce cours, est occultée, à la faveur d'une part de pratiques académiques qui distinguent des plans d'analyse non confrontés entre eux, c'est-à-dire vous avez l'analyse du texte, de la phrase, du mot, du point de vue sémantique, hein, sémantique de la phrase, sémantique du mot, sémantique du texte, mais on ne se pose pas du tout la question de savoir si cette sémantique, au fond, elle est qualitativement hétérogène. Hein. On a l'impression que c'est la sémantique, toujours la même, l'étude du sens, qu'on fait à différents niveaux, mais sans que l'analyse elle-même change de nature quand on change de niveau. Les distinctions qu'on trouve, c'est sur le contraste sémantique-pragmatique et un petit peu sur mots lexicaux, mots grammaticaux. J'ai déjà remarqué que le niveau du mot est privilégié. Et puis, la question de l'unité entre les 4 principaux niveaux de construction du sens, le mot lexical, le mot grammatical, la phrase ou le texte, reste complètement posée. Elle n'est pas abordée par ces manuels. Alors, on peut conclure avec, en distinguant 3 grands plans d'analyse du sens. Je les ai déjà annoncés tout à l'heure. Hein. Il y a un premier plan qui est la sémantique logique, où là, on va s'intéresser au rapport entre langage et réalité. Avec cette espèce de slogan, hein, connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour qui tient la phrase pour vraie. Donc là, il y a un lien entre vérité et comment est le monde. Hein, vérité de la phrase, vérité des propositions et comment est le monde. Ensuite, la sémantique cognitive. On a vu à partir de Bellon et Mignot l'idée que là, ce n'est plus le rapport entre langage et réalité qui va être fondamental, ça va être le rapport entre le langage ou les langues, l'esprit et la réalité. L'esprit ou la cognition humaine, d'accord ? Donc là, c'est vraiment la cognition qui est au centre, alors que c'est plutôt l'ontologie au sens des... Quand j'emploie ontologie ici, c'est dans un sens très, très précis de catégorie de la réalité en tant que telle. C'est tout le problème de savoir si les catégories que l'être humain utilise dans sa vie ou dans la science sont des catégories qui viennent de sa perception,
ou est-ce que ce sont des catégories qui sont dans la réalité, dans le monde réel? Là, évidemment, dans la perspective de la sémantique logique, on part de l'idée qu'il y a une structuration du réel, le monde est structuré d'une certaine façon, il y a une ontologie, ou des ontologies. Et puis, enfin, la sémantique qu'on peut appeler linguistique, hein, on en a vu un aperçu avec le manuel, avec l'un des manuels, hein, c'est le cas, le manuel qui introduisait la notion qui accordait beaucoup d'importance à la notion de sémantique structurale. Et là, ce sont plutôt les rapports internes entre les signes, hein, qui comptent, c'est-à-dire la dimension systémique. Alors, je vais, pour illustrer cela, vous signaler un article tout à fait intéressant sur le sujet de François Rastier, dont je parlais tout à l'heure. Hein, c'est un article, j'ai vérifié, le lien est valable, hein, il est toujours, vous pouvez le lire, je vous conseille sa lecture en détail, moi je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail. Alors lui, il distingue 4 plans, sémantique logique, sémantique psychologique, sémantique cognitive, sémantique linguistique. Moi je regroupe ces deux-là, hein, pour juste distinguer 3 plans. Je pense que c'est un peu artificiel de distinguer les 2 plans au niveau cognitif et psychologique. Mais il a quelques raisons de le faire. Et alors, cette citation, elle est intéressante parce que ce qu'il appelle, lui, sémantique linguistique, c'est vraiment la sémantique des oppositions, la sémantique à l'origine saussurienne, enfin, disons, issue de la théorie de la valeur saussurienne et qui est basée sur les oppositions internes aux langues. Alors, la sémantique logique, bon, elle est basée donc sur les liens entre logique et langage. Hein. Elle a été très importante jusqu'au XIXe. Elle s'attache à juger la vérité des énoncés et des conditions auxquelles le langage peut dire le vrai. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle d'une sémantique vériconditionnelle, c'est-à-dire des conditions de vérité. Vériconditionnelle, c'est la sémantique des conditions de vérité. Bon, c'est la sémantique formelle, donc elle applique aux langues des principes de description de la sémantique, des langages logiques comme le principe de compositionnalité. Donc là, l'idée, c'est évidemment d'essayer de réduire cette... Vous voyez, au début de ce cours, j'ai défendu l'idée qu'on peut partir de la notion de compréhension. Mais la notion de compréhension, on peut l'appréhender d'un point de vue plutôt psychologique comme je le fais, mais on peut aussi l'appréhender d'un point de vue logique, mais dans ce cas, ça veut dire que on va essayer de réduire cette espèce de caractère totalement insaisissable et très complexe des langues naturelles aux langues logiques. C'est-à-dire on va essayer de faire des sortes de traductions logiques des langues, d'accord, des phrases des langues. Bon. Donc ça marche très bien pour toutes sortes de situations. Évidemment, ça ne va pas du tout être pertinent pour parler du sens des énoncés poétiques, etc. etc. On est d'accord, c'est une évidence. Hein. Donc il y a une forme de réductionnisme, mais c'est toujours le cas lorsque on tente des approches assez scientifiques. Hein. Donc ça, c'est cette approche formelle, c'est l'approche peut-être la plus scientifique, mais aussi la plus réductionniste. Ce qui est un peu inévitable, ce lien entre dimension scientifique et caractère et réduction. Alors, la sémantique logique a bénéficié de l'essor du positivisme logique, ça c'est un courant philosophique dont je n'ai pas le temps de parler, et souffre à présent de son discrédit. Bon, ce n'est pas tout à fait juste parce que la sémantique logique se maintient, la sémantique formelle se maintient, mais il est vrai que sa capacité descriptive est assez faible, c'est-à-dire qu'il faut des schématisations, des formules extrêmement compliquées pour des phrases toutes simples, et il y a un appareil formel extrêmement lourd. Bon, mais disons que la sémantique logique s'entretient elle-même, il y a beaucoup, au plan international encore une fois, beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets, elle se crée elle-même des problèmes qu'elle essaie de résoudre, etc. Donc ça c'est une première approche. Deuxième approche, sémantique psychologique, donc avec par exemple la théorie du prototype, qui est évoquée ici à partir du nom de Eleanor Roche.
il l'appelle ici théorie de la typicalité, mais c'est la même chose que la théorie du prototype. Hein. Et ça, je vous l'expliquerai en détail dans un autre cours. La sémantique cognitive, c'est donc une sémantique psychologique, mais la précédente également. Donc c'est pour cette raison que moi je réunis les deux sous une seule étiquette de sémantique, disons, liée à la psychologie. Alors là, Rastier a une position lui-même assez critique à l'égard de ce courant cognitif. Il cite donc Langacker qui dit la chose suivante: la sémantique linguistique doit entreprendre l'analyse structurale et la description explicite des entités abstraites comme les pensées et les concepts. Vous voyez, là, ce ne sont plus les mots qui comptent. On essaie, ce qui va se passer dans la sémantique cognitive, c'est qu'on ne va plus étudier les langues pour les langues, ou le langage pour lui-même. Ce qu'on fait en linguistique cognitive, c'est qu'on analyse les langues et les processus linguistiques pour comprendre l'esprit humain. C'est une espèce, comme disait, c'était qui? C'était, je ne sais plus, un linguiste américain, une fenêtre sur l'esprit. Les langues, c'est une fenêtre sur l'esprit. Quand on voit comment fonctionnent les langues, on peut remonter au fonctionnement de l'esprit humain. C'est ça que critique Rastier, qui dit la chose suivante: cela a conduit la sémantique cognitive dans deux voies complémentaires qui sont des impasses. La description de l'expérience mentale. Bon, on ne voit pas pourquoi ce serait une impasse, hein, mais c'est une impasse pour qui considère que le linguiste doit parler uniquement du langage et pas de l'expérience mentale. Vous voyez, c'est très fort, hein, cette citation de Langacker. Je crois que l'expérience mentale est réelle, qu'elle est susceptible d'une recherche empirique et d'une description réglée, et qu'elle constitue l'objet naturel de la sémantique. Sémantique, à ce moment-là, c'est la description de l'expérience mentale. Bon, passons sur ces détails. Ces postulats ne nous retiendront pas car nous nous préoccupons de la spécificité des langues et des textes. Vous voyez, donc il y a ici le clivage qui est en jeu, le problème et le désaccord qui est en jeu, c'est de dire que pour Rastier, si on s'intéresse à l'expérience mentale, on va s'intéresser à l'expérience mentale de l'être humain en tant qu'être humain, quelle que soit sa langue. On s'intéresse à l'être humain, qui soit né ici, au Pérou, où vous voulez. Bon, donc, dans ce cas, la différence des langues ne compte pas. Et au fond, à quoi servirait le linguiste? Mais ça, c'est une interprétation excessive de la posture des linguistiques cognitives. Parce que ça n'est pas parce qu'on essaie de remonter aux opérations cognitives qu'il n'y aura pas des différences cognitives entre les personnes qui parlent des langues différentes. Certes, il y a des grands processus communs à tous les êtres humains qui sont équipés génétiquement pour être capables d'acquérir des langues, à la différence des animaux non humains. Le développement de la zoosémiotique ou de l'éthologie nous a montré aujourd'hui que les animaux non humains savent très bien, savent beaucoup mieux communiquer que ce qu'on s'imaginait. C'est beaucoup plus fin, mais il est à mon avis, bon, je sais qu'il y a des collègues qui sont en désaccord avec ça, mais il est à mon avis excessif de parler de langue chez les animaux, chez les animaux non humains. Donc, seul l'être humain, à mon avis, et de l'avis de la plupart des gens quand même, est équipé génétiquement pour maîtriser vraiment ce qu'on appelle des langues et qui peuvent varier d'un peuple à l'autre. Bon. Donc il y a bien des points communs à tous les humains, c'est-à-dire ne serait-ce que ce programme génétique. Mais une fois que ce programme génétique est mis en œuvre dans une culture donnée, avec une langue donnée, l'esprit, les processus cognitifs qui sont mis en œuvre dans l'exercice de la parole peuvent être tout à fait différents entre des langues
romanes, des langues sino-tibétaines, des langues de familles totalement différentes. Je ne sais pas, entre le chinois et le français, certains auteurs, je ne peux pas entrer dans le détail, mais ont montré qu'il y a des orientations cognitives un peu différentes selon qu'on parle le chinois ou le français, ou le japonais, c'est sur le japonais que les études ont été faites, sur le japonais et le français, où les gens ne pensent pas de la même façon parce qu'ils ont des langues différentes. Donc ça n'est pas parce qu'on cherche à remonter au processus cognitif qu'on va dire que tout le monde a les mêmes processus cognitifs, quelle que soit sa langue. Parce qu'évidemment, là, du coup, ça écrase un petit peu l'intérêt de l'analyse des langues. Enfin, la sémantique linguistique, alors ça c'est le point de vue évidemment que défend François Rastier lui-même, sémantique linguistique autonome, hein, donc c'est les langues, on étudie les langues pour elles-mêmes, indépendamment des processus cognitifs et indépendamment de la réalité. Donc vous voyez, on a le premier point de vue celui de la sémantique formelle qui s'intéresse à la réalité, le deuxième point de vue à l'esprit, au système cognitif, et le troisième point de vue, celui-ci, la sémantique linguistique autonome, qui ne s'intéresse à aucun des deux, mais uniquement au système que forment les langues. Donc, c'est l'idée qu'il y a une dimension du signe qui est autonome, du signe linguistique, et donc la signification est définie comme un rapport linguistique entre les signes, et notamment entre les signifiés, donc entre les significations. Les signifiés, certes, ont des corrélats psychiques, voire neuronaux, mais ces corrélats ne les définissent pas en tant que tels. Bon. Et là, lui, il défend cette idée d'une sémantique différentielle. On y reviendra sur la notion de différence. Et ça, c'est sa conclusion. Selon les disciplines, les diverses problématiques sont inégalement développées. En informatique et en intelligence artificielle, la sémantique formelle est la plus utilisée. Dans les recherches cognitives, la sémantique psychologique est la référence dominante. Et la sémantique référentielle reste peu connue, hein, bien que, selon lui, elle soit utile pour traiter des corpus. Et vous voyez, il confirme ce que je disais tout à l'heure. Partant, elle n'exige pas le recours à une psychologie comme la sémantique cognitive, ni à une ontologie comme la sémantique formelle. Donc, on aboutit à 3 types de rapports qui vont caractériser la sémantique. La sémantique logique, pour les rapports langage-réalité, la sémantique psychologique et la sémantique cognitive, qui vont renvoyer au rapport langage-esprit-réalité, et puis la sémantique linguistique, pour les rapports internes entre les signes. On peut dire, finalement, qu'on a 3 genres de perspectives, hein, la perspective plutôt orientée sur la référence, pour la sémantique logique, sur le sens exprimé, ou compris pour le sens exprimé pour la sémantique linguistique, donc interne, et puis le sens communiqué pour la sémantique psychologique et la sémantique cognitive. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.